Comme des coureurs du sprint de notre vie, Dieu, en nous renouvelant le souffle de vie, nous donne d'être sur la ligne de départ ce jeudi 22 février 2024. Le top a été donné depuis le réveil. Et si on devait faire le point, mesdames, messieurs, c'est sûr que tout le monde n'est plus au même niveau. Moi, je suis déjà à cette émission TH Matin sur Télé Hémicycle. Dr Lucien Dossou-Bété, président de l'autorité de régulation du secteur de la santé. Mon invité du jour est déjà dans les coulisses m'attendant. Stéphane de Commando est déjà sur ce plateau. Attendant l'instant, bulletin d'information, Laurel Akpovo, Kevin Achaoué, Louis Abraham Alikonou et tout le reste sont déjà à la régie et ont déjà lancé tout pour que nous soyons des vôtres. Pendant ce temps, d'autres sont peut-être encore au lit. Le soir, chacun fera le bilan et j'espère tirera le meilleur pour que demain, les choses s'améliorent. Pour que ça marche, c'est la raison de notre présence, nous, ici. Et je vous dis bonjour, bienvenue. Comme un veilleur ce matin, il attire notre attention sur les guetteurs, tout ce qui pourrait nous être obstacle et nous fait tomber. Mais sa prière pour nous, c'est qu'on ne tombe pas. WP Baba Djedje m'accompagne sur Mandjaïo. Ne tombe pas, Mandjaïo. Maou akolo, Maou adakba, Maou akolo, akolo nous les visés. Yewe non arirome, arunu kunche do yeme, do famime, do akbeme, do nukle do yeme, cheke mani o egbe. Okereni o baloje, ma warolu beche toe, molo toe, dope. Kento isunundo, bofedo domina rengle. Kento iyonundo, bofedo domina rengle. Ajaio, kento do te bodo pipo ewe. Ajaio, kento do pipa mena pasudo. Ajaio. Kento manjolo meneni jewere ajaio no fiche yova nukreni time Kassa, attaque pour lipo et si en pendant. Renoué, avançant wasu, attaque de lui Sonuni manzewe jayo nyonuni manzewe jayo akwani manzewe jayo koiri manzewe jayo Nwendo kento kose awowe do nunkleniti Esiganze sunundo Esiganze yonundo Lupa danyana kano sato ya Ndogwere Kento ni do nje Aiji jema ije bere Kento do debo do pipo ewe Baba yeye do Kento do pipa mera pasudo Kento manjolo meneni jewere no vije yova nukreni time Manjayo, manjayo Yupi meneni mazewe jayo Manjayo, manjayo No nukle Manjayo, manjayo Manjayo, manjayo, manjayo Koinyo nwakweni mazewe jayo Familia Majayola Majayo 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 Majayola Majayola Majayo Ne tombe pas là Autorité basse, Majayo, Majayola, Dominica, Machugo, Majayola, Palipa, Kukuro, Mandolo, Paco, Jawalela,
Lucy, Majayura. That's my contract. MKCOM, Hell Music. Aska TKN, Oprebo Tatele. Dilo Bass, Majayura. Malik Solo. Lorsqu'il parle de Guetta, ce n'est pas forcément un homme qu'il faut y voir derrière. Il y a ces péchés mignons auxquels nous restons accrochés, que ce soit de l'idolâtrie, que ce soit la prostitution, le vol et même l'orgueil qui nous maintient parfois accrochés à certaines choses. Ces choses qui font qu'on trébuche parfois et qu'on se retrouve par terre à la fin quand on fait le bilan, on se dit « j'aurais pu éviter ». C'est aussi ça le guetteur qu'il faudra éviter. Et lorsque le veilleur WP que j'invite ce matin attire notre attention là-dessus, il faudrait qu'on puisse faire tout ce qu'on pourrait de notre force et éviter ces pièges de ce monde qui pourraient nous faire trébucher. Et nous, si c'était un trébuchement, ce serait un bon trébuchement parce qu'il nous aurait conduit directement à la une des journaux et c'est à une étape à laquelle on s'attend quand on est sur TH Matin. La une des journaux, c'est tout de suite. Le service après-vente de l'actualité d'hier au Parlement est assuré dans les kiosques aujourd'hui avec les journaux parus. Vous le savez, les députés de la 9e législature se sont retrouvés pour ouvrir la première session extraordinaire de l'année 2024. Différents angles sont proposés à propos de ce regroupement d'hier. À la une du journal L'Autre Quotidien, on peut déjà lire Parlement, ouverture hier de la première session extraordinaire de l'année, un agenda chargé et des sujets délicats pour le pays. Session reportée au 26 février prochain, toujours à propos. Assemblée nationale, une pétition pour traduire la constitution béninoise dans les langues locales. C'est à lire donc à la une de l'autre quotidien qui nous renvoie dans ces colonnes. Le journal L'Emblème du jour à présent, on peut lire Assemblée nationale, les premiers mots de l'honorable Abou Tourou qui a été installé hier, suppléant du député défunt. Les travaux de la première session extraordinaire de l'année 2024 lancés informent par ailleurs ce journal, notamment L'Emblème du jour. Nous allons passer à la une du quotidien de Menontin. Fraternité. Première session extraordinaire 2024 du Parlement. Ouverture sur fond de tiraillement. Les démocrates pour une refonte totale du code électoral. Écrit Fraternité. Le matinal dans les kiosques. Relecture du code électoral. 2 propositions de loi au Parlement. L'intégralité des modifications suggérées par les députés Ake et Achadé. Divergence d'approche sur la question du parrainage. L'opposition demande la suppression du quitus fiscal et la diminution du cautionnement. La mouvance propose la réduction du délai de dépôt de candidature à 35 jours, résume le matinal. Également, Assemblée nationale, le suppléant de feu Abel Sorokou installé. Lettons également la une du journal Le Matinal. Les 4 vérités dans les kiosques ce matin à propos de l'actualité parlementaire. On pourra lire première session extraordinaire de l'année 2024 à l'Assemblée nationale. Débat houleux à l'hémicycle. Hier, Vlavonou reporte la séance à lundi. À la une de l'eau, le coopérant. Proposition de modification du code électoral. Les démocrates emboîtent le pas au parti de la mouvance avec des amendements à polémique, informe le journal. Matin libre ce matin. Proposition de révision du code électoral. Nécessaire passage en force des démocrates. Vlavonou en bon père de famille. Les innovations que propose l'opposition sont dans les colonnes de Matin libre. Daïbi Info. En résumé de la séance d'hier, titre Assemblée nationale. La première session extraordinaire de l'année 2024 ouverte, la prochaine plénière convoquée pour le lundi prochain. L'honorable Nourenou Achadé introduit une proposition de loi sur le code électoral. L'honorable Abou Tourou installé en remplacement de feu Sabi Abel Sorokou. Et nous finissons à la une du journal Décryptage Info. Assemblée nationale,
Suspendu, la session extraordinaire reprend lundi. Titre décryptage info, dernier journal que je vous propose ce matin sur cette une des journaux, dernier journal qui va desservir notre journal en format mini. Stéphanie Ndekwemandora, vous l'avez déjà vu quand elle introduisait cette émission. Elle est bien encore là. Bonjour. Bonjour Saturnin. Ce matin. Ça va. Prête pour la journée. Oui. Et à éviter également cette gaieté dont nous parlions. Tout à fait. Pour ne pas jaillir, pour ne pas tomber. Tout à fait. C'est plus la journée de la langue internationale de la langue maternelle. Donc rassurez-vous, il n'y aura pas du djabé, il n'y aura pas du goût, il n'y aura pas du tori, il n'y aura pas tout ce qu'il y a eu hier. Mais il y aura le bulletin d'information. Et c'est ça que nous allons suivre tout de suite. Bienvenue à chacun et à tous. Comme annoncé, la première session extraordinaire de l'année 2024 a été ouverte hier ici à l'Assemblée nationale. C'est le président Louis Barou-Noulavonou qui a procédé à l'ouverture officielle des travaux. Au cours de cette session, les élus du peuple auront à examiner au total 12 points inscrits à l'ordre du jour. Suivons ensemble. Adjovi Chantal, Adomaou Jérémy. Après vérification du quorum par contrôle de présence, c'est le président de l'Assemblée nationale qui a solennellement ouvert cette première session extraordinaire de l'année 2024. 89 députés sont présents. Le quorum est largement atteint. Alors, je déclare ouverte la première session extraordinaire de l'année 2024. Une session avec une douzaine de points inscrits à l'ordre du jour, parmi lesquels 10 sont d'initiative gouvernementale. Annonce faite par le premier secrétaire parlementaire à travers les dossiers de communication. À Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Porto Novo, objet, demande d'examen en session extraordinaire de projet de loi. Tout comme le gouvernement, 60 députés ont formulé une demande de session extraordinaire conformément à la Constitution et au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. L'ordre du jour de cette session extraordinaire demandée par ces élus porte sur l'examen de 2 propositions de loi. 1. Proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral. 2. Proposition de loi modifiant la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019 portant révision de la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin. Dans la foulée, le président du groupe parlementaire Les Démocrates dit avoir déposé dans la matinée une proposition de loi portant révision du code électoral et souhaite la voir examinée au cours de cette session extraordinaire. Une intervention qui met l'hémicycle en débat. Vous avez dit que ça ne fera pas partie de cette session extraordinaire. Ma proposition fait partie de l'ordre du jour qui est retenu, Monsieur le Président. Je voudrais dire que quand on veut convoquer une session extraordinaire, il y a les conditions dans lesquelles la convocation se fait. Le fait qu'une proposition, un autre projet concerne les mêmes domaines ne saurait valoir programmation dans un ordre de jour. Que vous ayez reçu 3, 4, 5, 10 autres dossiers et qui n'ait pas été enrôlé dans notre convocation de session extraordinaire, on n'a pas à se prononcer là-dessus. Lorsque 2 propositions traitent du même objet, il n'y a jamais eu de problème pour que les 2 propositions soient prises en compte. Un débat que le président de l'Assemblée nationale finit par trancher. Lorsque nous allons faire lecture du dossier à la prochaine plénière, nous allons aviser. En attendant que la représentation nationale revienne pour examiner des différents points inscrits à l'ordre du jour de cette séance extraordinaire, la séance a été suspendue. Sa reprise est prévue pour le lundi 26 février prochain. L'ouverture de cette session extraordinaire a également permis l'installation du suppléant du feu député Abel Sorokou, décédé il y a quelques semaines.
Quand les députés se retrouvent à l'hémicycle, c'est pour débattre des sujets, soit au cours d'une session ordinaire ou extraordinaire, selon les textes en vigueur, tels que la Constitution et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Une session extraordinaire est très différente d'une session ordinaire. Les éléments de différence sont de diverses natures et constituent des réalités parlementaires. Gilles-Christ Chili pour les détails. Lorsque les députés se retrouvent en séance plénière au sein de l'hémicycle, c'est qu'ils sont forcément en session. Dans la législation béninoise, les sessions existent en deux catégories bien distinctes. La Constitution de la République du Bénin a prévu deux types de sessions au niveau de l'Assemblée nationale. La session ordinaire et la session extraordinaire. La session ordinaire, il y en a deux dans notre arsenal juridique. L'article 87 de la Constitution, repris par l'article 4 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, prévoit que deux sessions ordinaires se tiendront au cours de l'année. La première qui s'ouvre au cours de la première quinzaine du mois d'avril et la deuxième qui s'ouvre au cours de la deuxième quinzaine du mois d'octobre. Chacune des sessions ordinaires dure au maximum 3 mois. Dans le fonctionnement du Parlement, les deux sessions ordinaires n'ont pas les mêmes natures. La deuxième session ordinaire a un caractère bien différent de la première. La deuxième session ordinaire de l'année a pour point d'orgue, lorsque tout va bien, l'adoption de la loi de finances de l'année suivante. Et c'est cette loi de finances votée par l'Assemblée nationale qui permet à l'exécutif de déployer tous les programmes, toutes les actions qu'il a envisagées au titre de l'année. Vous aurez constaté que le ministre des Finances vient, généralement avant la fin du premier semestre, expliquer aux députés, voici les projections que nous avons sur 2-3 ans et voici ce que nous souhaiterions exécuter au cours de l'année prochaine. Et à partir de ce moment, les députés savent, eux-mêmes adoptent à l'interne leur budget qui est transposé tel quel dans le projet de loi de finances. Et maintenant, le projet de loi de finances vient à l'Assemblée nationale, il est amendé, il est examiné sous différents aspects et adopté lorsque la majorité des députés conviennent que cela est opportun. Mais au-delà des sessions ordinaires, les élus du peuple ont la possibilité de se retrouver à l'occasion d'une session extraordinaire dans des conditions bien précises. Chacune des sessions ordinaires dure au maximum 3 mois. Mais puisque l'Assemblée nationale peut ne pas avoir évacué l'ordre du jour ou que certaines questions urgentes peuvent survenir, il y a la possibilité pour les députés, la majorité d'entre eux, ou pour le président de la République de demander des sessions extraordinaires. La particularité des sessions extraordinaires, c'est qu'elles doivent obligatoirement être convoquées sur un ordre du jour très précis, alors que la session ordinaire, l'ordre du jour peut varier au cours des 3 mois qu'elle dure généralement. Et les sessions extraordinaires sont prévues par les articles 88 de la Constitution et 5 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Les sessions extraordinaires ne peuvent durer plus de 2 semaines selon le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. D'une année à une autre, les sessions se succèdent les unes après les autres au Parlement. Si le nombre des sessions ordinaires est bien limité à 2 par la Constitution, l'Assemblée nationale a la possibilité de connaître autant de sessions extraordinaires qu'il lui faut en fonction de l'urgence et de la nature des points à examiner par les représentants de la nation. Dans le but de renforcer la coopération parlementaire entre le Bénin et l'Arabie saoudite, une délégation de parlementaires saoudiens a effectué une visite d'amitié au Bénin. Dans ce cadre, ces parlementaires, accompagnés de leurs homologues béninois, ont visité la zone industrielle de Glodjigui. C'était ce mardi et Océane Amonson nous rencontre. La GDIZ est une zone industrielle installée sur 1640 hectares et axée sur la création de florissantes chaînes de valeur allant de l'approvisionnement en matières premières, la transformation des ressources à l'exportation de produits finis. Les parlementaires saoudiens ont visité au sein de la zone industrielle plusieurs secteurs dédiés à la transformation locale de produits agricoles tels que le coton, la production de vêtements à usage local et international et bien d'autres. Après plusieurs heures de visite, la délégation parlementaire reste admirative.
Très intéressés par ce projet, ils ont posé de nombreuses questions. Ils promettent de procéder à des négociations avec des investisseurs de l'Arabie Saoudite dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre les deux pays, car selon eux, tous ces grands projets font du Bénin un pays où il faut vraiment investir. Après la zone industrielle de Glodjibé, les parlementaires saoudiens se sont rendus à Seme City, un autre univers du numérique. Et là, ils ont eu une séance de travail avec le ministre du Tourisme et de la Culture, accompagné de la directrice du centre, Claude Borna. Leurs échanges ont tourné autour de la création d'un centre des cultures arabes au Bénin. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à demain. Ce ne sera pas encore tout pour TH Matin, ni pour la rédaction de Téléhémicycle, puisque à 13h30, nous allons retrouver le journal avec Gilles-Chris Chili. Stéphanie Lecondo, merci. Merci à vous. Vous allez rejoindre cette équipe, commencez par mettre les petits plats dans les grands, afin que ce journal puisse tenir ses promesses. Et nous autres, ce qui nous attend, nos prochains arrêts. En attendant, nous prenons ce bol d'air musical que nous propose aujourd'hui, que je vous tiens aujourd'hui, de WP Baba Djedje Manjayo. C'est le titre que vous avez, si c'est la première fois que vous l'écoutez, certainement commencez par aimer. Ne tombe pas, Madjayo. Maou akolo, Maou adakba, Maou akolo, akolo nous les visés. Yewe non arirome, arunu kunche do yeme, do pamime, do akbeme, do nukle do yeme, cheke mani o ekbe. Okere o baloje ma wa rolu gbeche to e mo lo to e do pe ke to isunundo bo fe do domina engble ke to yonundo bo fe do domina engble ajaio ke to do te bodo pipo ewe ajaio ke to do pipa mena pasudo ajaio que toma yolo meneni jewere ajayo no fiche yo pa nunca ni time Kassa atako lipo esi avandan wenui awanzan wasu atati bloludi sonu ni manzewe jayo nyonu ni manzewe jayo akwa ni manzewe jayo koiri manzewe jayo Nuendo que toco se awoe do nun cliniti esi ganze sunundo esi ganze yonundo lo patanyra kano sabo ya ndo gwere kentoni do nje aiji je mana ije bere kentodo te bodo pipo ewe baba yeye do kentodo pipa mera basudo que toma yo me no viste yo pa nunca ni me manjayo yupi me deni más manjayo no nunca manjayo coiño no acuerdo más de bechayo Manjayola, yupi ba familia, Manjayola, Manjayo. Savoie compte dans le paysage musical à Porto Novo, la capitale, dirais-je, Baba Djedje. C'est vrai que l'homme depuis peu a installé son quartier général en Europe, mais il reste très attentif à ce qui se fait
au pays, dans son QG, à beaucoup, notamment, comme il le dirait, où il a laissé les autres qu'il le trouvera de temps en temps. Mesdames, Messieurs, vous connaissez la voix, vous connaissez le visage. Je ne parle plus de WP Bagagé, mais de ce visage qui est en plateau avec moi. Docteur Lucien Dossou-Bété, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes le président de l'autorité de régulation du secteur de la santé. Effectivement. Vous avez été investi à la tête de cette autorité installée par le président de la République depuis le 12 septembre 2022. Exact. Dans des fonctions que nous allons découvrir plus amplement, puisque nous parlons de l'autorité de régulation du secteur de la santé. Mesdames, Messieurs, notre invité en plateau, on installe le tapis et nous revenons juste après. Réformer le système de santé au Bénin et lui permettre d'être non seulement plus accessible, mais aussi de répondre plus efficacement à la demande et à la prise en charge des populations est l'un des chantiers que le gouvernement a investi dans son programme d'action. Sa thérapie a été, entre autres, de mettre en place une autorité de régulation du secteur de la santé investie depuis le 12 septembre 2022 dans ses fonctions. Sa raison d'être est fondamentalement de veiller à la réalisation du droit à la santé pour tous par l'amélioration continue de l'offre de la qualité des soins. Et dans les dispositifs à son agenda pour atteindre ces objectifs, l'autorité de régulation du secteur de la santé, l'ARS, est à l'étape du dispositif dédié à la sécurité des patients. Et je reçois donc l'autorité, le président de cette autorité, Dr Lucien Dossou-Bété, encore bonjour à vous. Bonjour à vous. Je me rappelle encore les mots du président de la République à votre investiture. En quelque sorte, il disait « Mon espérance va au-delà des mots parce que le parcours de chacun de vous mérite bien qu'on vous fasse confiance aveuglément. » Depuis ce 12 septembre 2022, la mission, comment se passe-t-elle déjà? Elle se passe toujours avec joie, bonheur et envie d'arriver très vite à des résultats palpables, palpables pour celui qui nous a mandatés et palpables aussi et surtout pour les populations qui enfin vont se dire j'ai du plaisir à aller me faire soigner. Et aller au centre de santé, à ne pas aller vers des centres contre lesquels vous êtes en train de lutter aussi, parce qu'il faut le dire, tout ça fait partie de l'assainissement du secteur de la santé. Et quelques mois après votre installation, l'installation de l'autorité de régulation du secteur de la santé, et pour la réalisation de la mission, vous avez adopté une approche que vous avez dénommée la démarche d'amélioration continue de la qualité dans le secteur de la santé. En quoi consiste cette approche, cette démarche? Avant de répondre, juste un tout petit élément de contexte qui est que aujourd'hui, lorsqu'un Béninois doit aller dans un établissement de santé chercher des soins, il va se préoccuper presque à 90% de savoir s'il connaît quelqu'un dans le centre ou s'il connaît quelqu'un qui connaît dans le centre parce qu'il n'a pas confiance, il a peur. Et cet espace, qui doit être un espace qui rassure, qui donne confiance, est un espace au contraire qui effraie. Et avant d'y aller, on aime bien avoir un garde du corps, avoir quelqu'un, avoir un gilet pare-balles quasiment. Et c'est ça le contexte. Et quand on voit ça, on se dit, mais il faut que ça change. Et pour changer, c'est là qu'il y a eu la volonté du président de la République de faire en sorte que notre secteur de la santé au Bénin n'ait rien à envier aux autres pays et qu'on s'aligne sur les normes internationales. Et c'est dans ce cadre-là qu'il a fallu travailler pour qu'on mette en place un dispositif qui permette à tous les malades qui vont chercher des soins rencontrent des soins de qualité. Alors, pour y arriver, qu'est-ce qu'on fait? On s'est mis au travail. Et on a eu d'abord une loi qui a créé l'ARS. Puis, et cette loi a précisé la mission dont vous avez parlé tout à l'heure, vous avez cité tout à l'heure, qui me plaît bien de reprendre, en disant que pour l'ARS, il s'agira de veiller à la réalisation du droit à la santé pour tous par l'amélioration continue de l'offre et la qualité des soins. Et pour réaliser cela, il y a un décret qui a tout mis en place pour nous dire ce qu'il fallait faire. Et quand on regarde le secteur, on se rend compte que la qualité n'y est pas. Et là, les commissions techniques mises en place
par le président de la République dans le cadre des réformes l'ont démontré aussi, que cette qualité était très faible et qu'elle était inégalement répartie dans le secteur. Et c'est pour ça qu'il était important d'y travailler. Et cette qualité, pour l'aborder, le décret a prescrit qu'on fasse la certification des établissements, d'une part, et l'accréditation des professionnels, d'autre part. Mais lorsqu'on s'est mis dès septembre 2022 à y travailler, on s'est rendu compte qu'il y avait un élément fondamental qui est la sécurité des patients. Et cette sécurité des patients, elle n'était pas au rendez-vous et qu'il fallait y travailler. En résumé, pour répondre à cette question d'améliorer la qualité, nous avons mis en place 3 dispositifs. Ouais. Et ces 3 dispositifs-là, nous allons les dérouler un à un pour qu'on puisse arriver à améliorer la qualité. Et déjà, de ces 3 dispositifs, il y en a un, celui qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, dédié à la sécurité des patients. Que comprendre de la notion du dispositif pour la sécurité des patients? Alors, le dispositif pour la sécurité des patients, c'est en fait tout ce qu'on met en place, à savoir procédure, équipement, compétences dans un établissement de soins, pour que quand un malade arrive dans l'établissement, qu'il ne soit pas exposé à des préjudices évitables. C'est cela. Et c'est à cela que nous avons travaillé après avoir regardé le secteur, identifié ce qui n'allait pas et faire des recherches pour trouver comment aborder cette problématique. Et ce dispositif, aujourd'hui, l'élaboration est quasi finie et nous sommes dans la phase où nous faisons un test pour s'assurer que ce dispositif est vraiment répond et aidera vraiment à avancer dans l'amélioration de la sécurité des patients. Puisque vous parlez de cette phase, est-ce que c'est ça qui court déjà ce premier trimestre de 2024? Non, le premier trimestre, il compte plus que ça. Il y a des finalisations de certaines tâches et le test, lui, il a démarré lundi dernier, lundi 19. Il va se terminer le 24, où il y a 14 équipes de 2 personnes qui sont dans les établissements de soins du nord au sud, de l'est à l'ouest dans le pays, pour aller regarder de près comment, en administrant le questionnaire d'évaluation, qu'on trouve que les acteurs du terrain le comprennent bien, et surtout que les éléments de preuve qu'on va chercher pour démontrer qu'un établissement a fait ou n'a pas fait sont disponibles, ou s'ils ne sont pas disponibles, comment faire pour les mettre en place. C'est un peu tout ça que le test va permettre de faire, tester le manuel qu'on a travaillé plusieurs mois à mettre en place entre nos murs. Là, nous allons sur le terrain, dans les conditions de vraie vie, pour nous assurer que ce que nous allons transmettre aux professionnels puisse être quelque chose qui leur parle et qui soit réalisable dans un délai assez bref. C'est vrai que vous avez dit que c'est le 19 dernier, seulement que ça a commencé. Ça fait. C'est récemment. Est-ce qu'on peut se Le dire... test dure une semaine. Une semaine. Une semaine. Est-ce qu'on a un petit bilan déjà de... Ah oui, fait sur le terrain? Ah oui, le bilan, parce que je fais partie d'une équipe de supervision et on a déjà été dans certains centres pour voir comment les évaluateurs font leur travail. Et la première chose, c'est qu'il y a une demande très forte des établissements de santé et des professionnels pour qu'un travail soit fait pour améliorer la qualité de leurs prestations. Deuxièmement, c'est que le travail que nous avons fait entre 4 murs, ce travail, il n'est pas très loin de la réalité. Il y a effectivement des ajustements à faire qui sont issus des échanges que nous avons avec les acteurs locaux. Bref, les établissements sont prêts déjà à ce que tout soit mis en place et nous attendrons la fin de la semaine pour récupérer tous les commentaires que les évaluateurs apporteront, les éléments de réponse pour que nous puissions affiner une dernière fois les documents pour qu'avant la fin du mois de mars 2024, le dispositif soit lancé dans le pays. De façon concrète sur le terrain, comment ça se passe? On va vers les promoteurs de ces centres-là ou bien on va vers promoteurs et patients? Alors, il y a un binôme, donc 2 personnes, qui vont dans un centre qu'on a choisi de manière en fonction de leur taille, des activités qu'ils font, de leur situation géographique, de leur caractère public ou privé, parce que là, ça concerne tous les établissements. Et ils y vont et ils rencontrent les responsables et ils leur présentent le dispositif. Et ils échangent. Et il y a une série de questionnaires spécifiquement adressés, qui pour le directeur, qui pour le médecin, qui pour l'infirmier, qui pour le patient, et la communauté aussi, pour qu'ils voient si les informations qui sont utiles pour aller mesurer la place de la sécurité du patient dans le fonctionnement de l'établissement est présent.
Aujourd'hui, est-ce qu'on peut déjà commencer par envisager les prochaines étapes après celle-ci? Ah oui, les prochaines étapes, elles sont déjà bien précisées. Avant 30 mars, on fait le lancement. Et dans ce lancement-là, c'est tous les établissements de santé qui sont concernés, que ce soit les centres de santé d'arrondissement, centres de santé de communes, les hôpitaux de zone, départementaux, hôpitaux universitaires. Qu'on soit public ou privé, on est concerné au même titre. Alors, mais on va mettre un accent particulier sur les établissements qui reçoivent des femmes enceintes et des enfants. Pourquoi? Parce que dans notre pays, on a encore une mortalité de femmes trop élevée et d'enfants aussi. Et on veut, à travers cette action que nous allons mener, la mise en place du dispositif de sécurité des patients, d'atteindre à la fois deux objectifs majeurs: réduire cette mortalité maternelle et néonatale, et deuxièmement, améliorer la qualité des soins, en faisant focus. Donc tout ça là, on va passer plusieurs semaines, plusieurs mois à expliquer aux établissements comment mettre en place. On les aidera même à mettre en place. Aider à savoir à travers la présence, à savoir à travers la réponse à des questions, à travers même des déplacements sur le terrain. Et au bout de 9 mois, 10 mois, on va les évaluer. On ne peut pas les évaluer encore maintenant parce qu'ils ne savent pas encore ce qu'il y a à faire. Donc les normes et les critères leur seront donnés pour que librement ils regardent et ils mettent en place chez eux. On les accompagnera pour que d'ici 10 mois après mars, entre 9 et 10 mois après mars, qu'on soit en mesure d'aller évaluer les premiers. En mettant toujours l'accent sur les établissements qui reçoivent des femmes enceintes et des enfants. Et comment vous accueillent-ils ces établissements? En partenaire, voulant les accompagner à offrir des soins de qualité, ou en gendarme présent pour abattre? Et oui, c'est la question qu'on devrait se poser, effectivement. Mais pour ce qui est aujourd'hui des établissements qui sont visités dans le cadre des tests du manuel, on est bien accueillis. Partout, que ce soit dans le public ou dans le privé, l'accueil était chaleureux. Il faut dire qu'on a pris contact avant, on les a prévenus. Et surtout, on passe le message qu'il ne s'agit pas pour nous de faire le gendarme, d'aller sanctionner. Mais c'est accompagner tous les établissements à améliorer leur qualité. Parce que quelle est l'obligation qui est faite à l'État? C'est de mettre en place dans le pays des espaces où tous ceux qui vont chercher du service santé y rencontrent des services de qualité. C'est ça l'obligation. Et lui, ce qu'il veut, c'est donc qu'on s'occupe de regarder tous ces établissements, de faire en sorte à les amener à donner des soins de qualité. Voici la finalité. Ce n'est pas fermé. Mais il est évident que si un établissement persévère dans l'absence de respect, de conformité aux normes, on sera obligé de fermer. Parce que c'est là, à ce moment-là, la responsabilité de l'État qui pourrait être engagée. Celle du responsable d'abord, mais celle de l'État en disant pourquoi vous n'avez pas fermé. Donc ce serait vraiment un échec des responsables de l'établissement de ne pas accepter d'être accompagnés pour que la qualité s'installe chez eux. Parce que ce que nous souhaitons, c'est que partout où il y a des populations, qu'elles puissent avoir accès à des soins de qualité sans obstacle géographique. Pas qu'elles soient obligées de faire des dizaines de kilomètres. Et pour ça, il faut qu'on ait beaucoup d'établissements qui assurent un bon maillage de notre pays pour que très vite, quelqu'un qui a besoin de services de santé puisse s'y rendre facilement. Est-ce qu'au niveau de ces populations-là qui ne sont peut-être pas trop au courant de ce travail qui est fait dans l'underground peut-être, est-ce qu'arriver dans un centre de santé, il y a des signes évidents qui pourraient me permettre de savoir qu'ici, l'autorité de régulation du secteur de la santé a pris par là et que désormais je peux y aller en toute quiétude et savoir qu'on veille? Justement, la particularité de ce dispositif de sécurité du patient, c'est qu'il est centré sur le patient. Il veut faire du patient un acteur majeur de sa santé. Donc, tous les établissements doivent changer de paradigme, quitter de celui où le patient subit à celui où le patient devient co-acteur de sa santé. À savoir qu'on doit lui parler, lui expliquer tout ce qu'on lui fait. On doit parfois obtenir son consentement pour ce qu'on va lui faire. Et on doit discuter avec lui les options qu'on a pour le prendre en charge. Et dans ce cas-là, plus en plus, les populations vont être obligées de savoir, oui, ici, les choses ont changé, parce qu'autrefois, on ne me disait rien de ce qu'on me faisait. Aujourd'hui, on m'appelle, on m'explique, on me dit.
Et quand je quitte le centre de santé, je sais pourquoi je suis malade, je sais le traitement que j'ai, je sais comment je dois faire, et j'ai une idée de ce que demain sera. Et ça, c'est un élément fondamental et primordial qui va contribuer à quelque chose que j'appelle l'humanisation de nos centres de santé. Parce que quand on regarde de près, on se dit, ben, on n'a pas l'impression qu'on est encore en train de s'occuper d'humain. Parce que parfois, il y a des actes qui frisent la négation de l'humanité de l'autre. Il faut qu'on remette l'humain au centre de nos établissements de santé. La crainte de nos patients, surtout docteur de Soubété, c'est qu'on m'excuse, je ne suis pas en train de jeter ces centres-là en minute populaire dans nos centres publics. On se dit que dans le privé, oui, quelqu'un ne va pas investir pour faire de l'à peu près avec ses patients. Mais dans le public, on se dit, mais on peut se foutre du patient et se dire que rien ne se passera. Est-ce qu'aujourd'hui, la population, vous avez cette impression qu'on y va et l'agent qui est là sent qu'il a une certaine redevabilité et qu'il a le devoir de prendre correctement soin de celui qu'il a devant lui. Autrement, c'est qu'il y a une autorité qui est à côté à laquelle on pourrait se référer et se plaindre. Pardon. Oui, je pense que tout ça, c'est des éléments qui apparaissaient évidents il y a quelques années. Mais aujourd'hui, il y a une amélioration qui est perceptible, qui est notable, qui est que les agents publics ont fait des efforts. À savoir que l'État, qui est garant de l'infrastructure, de l'équipement, des ressources humaines, a fait beaucoup d'efforts pour améliorer tout cela. Et il y a des éléments de surveillance et d'accompagnement des acteurs qui font que, de plus en plus, ils délivrent des soins de meilleure qualité. Ce n'est pas parfait encore, parce que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on installe dans la tête de chacun la culture de la qualité. La culture, c'est après plusieurs années d'efforts que ça va s'installer. Donc tout cela est déjà en place. Ce qui fait qu'on a observé ces 2 dernières années une augmentation de fréquentation dans les centres publics, ce qui témoigne bien qu'il y a quelque chose qui se passe qui est différent d'avant, ce qui fait que les populations arrivent un peu plus facilement aujourd'hui. Mais, aussi bien dans le public que dans le privé, on voit poser des actes qui ne sont pas conformes aux normes. Et ça devra être corrigé, aussi bien dans le public que dans le privé. Et justement, pour donner plus de force à ces normes-là, elles devront devenir opposables. Et pour devenir opposables, il faut qu'elles arrivent par un dispositif réglementaire fort. Et c'est en cela que c'est des décrets pris en conseil des ministres qui vont dire voici aujourd'hui, en matière de sécurité des patients, les normes qui sont exigées. Et on va plus loin. Parce que ces normes-là, une fois que le décret est pris, ça veut dire, et on a pris soin de convertir ces normes en critères pour les évaluer. Et ces critères, on les a subdivisés en 3 niveaux. Niveau 1, qui est le plus bas, niveau 2, intermédiaire, niveau 3. On les appelle essentiels, fondamentaux et avancés. Et quand le décret sera pris, aucun établissement ne pourra plus ouvrir s'il n'a pas rempli les conditionnalités des critères essentiels. Ça veut dire que tous les nouveaux établissements devront rentrer dans l'espace sanitaire avec des critères bien remplis, une sécurité garantie. Et puis après, ils travailleront à aller un peu plus haut en matière de critères fondamentaux, critères avancés, qui sont des niveaux de sécurité encore plus. Mais le basique, il va devenir incontournable. Et ceux qui sont déjà ouverts, eux, on doit les accompagner pour que, en l'espace de 10-12 mois, qu'ils aient atteint, qu'ils aient respecté ces critères-là, pour qu'on soit sûr de dire aujourd'hui, n'importe quel individu qui va chercher du soin doit avoir sa sécurité qui est garantie. Ne doit pas en ressortir avec des préjudices qui vont lui coûter plus d'argent et parfois la vie. Docteur Lucien Dossou-Bété, nous sommes déjà à la fin de cet échange. Oh. Ça passe vite. Je vais vous laisser placer un mot pour finir. Le temps était tellement agréable que je n'ai pas vu passer. Mais comme mot de fait, je voudrais dire que avec la mise en place de ce dispositif, il se passe quelque chose de majeur dans notre pays, dans l'écosystème sanitaire. Qui est que nous avons à la tête de notre pays, le président de la République, Patrice Talon, qui a eu l'idée de dire ce n'est pas normal qu'un malade qui va se faire soigner n'ait pas confiance, n'ait pas de soins de qualité
et on sorte avec préjudice. Moralement, il est déjà affaibli, c'est pas oui, évident tout à fait, que le terrain soit... Donc, il y a cet engagement politique fort au plus haut niveau qui n'a jamais baissé pour que ça change. Deuxièmement, donc, je voudrais dire que c'est une chance que nous avons eue dans notre pays d'avoir un président qui était animé par cet engagement-là qui reste aussi fort. La deuxième chose, c'est de dire que les députés sont à saluer aussi parce que la loi portant protection à la santé des personnes, elle a été prise à l'Assemblée. Et si cette loi n'était pas prise, l'ARS n'aurait pas été prise. Ça veut dire qu'ils ont estimé que c'était important, cette procédure-là. Ils ont estimé que c'était important que la création de l'ARS apparaisse dans une loi, pas dans un arrêté, pas dans un décret, pour dire l'importance qu'ils ont vue pour que sa place se trouve dans la loi, pour dire que c'est un engagement fort. Et ensuite, demander aux populations. Déjà, les acteurs du secteur de la santé, de l'écosystème, que ce soit des professionnels ou des administratifs, leur dire qu'il faut qu'ils soient impliqués dans ce processus. Et que pour ça, il faut qu'ils accompagnent et qu'ils soient prêts à changer complètement leur manière de voir le secteur, leur manière de voir leur travail, leur manière de se comporter avec les malades. Et enfin, les malades, pour leur dire qu'ils ne sont pas des objets, qu'ils sont des humains. Et que dans le secteur de la santé, on les considère comme tels. Et qu'aujourd'hui, on ne veut pas qu'ils soient passifs. On veut qu'ils soient des co-acteurs de leur santé. Donc, qu'ils participent vraiment activement. Et qu'ils ne refusent pas, lorsqu'un professionnel leur demande leur avis, de l'exprimer clairement. Même s'ils pensent se tromper, qu'ils l'expriment. Dans le dialogue, ils reçoivent l'explication. Ils auront toujours le temps de modifier leur décision. Mais il faut qu'ils soient activement présents. Merci. À vous, Dr Lucien Dossou-Bété. Je rappelle, vous êtes le président de l'autorité de régulation du secteur de la santé. Vous êtes dans vos fonctions avec toute cette autorité depuis le 12 septembre 2022 où le président de la République lui-même vous a investi. Revenez-nous quand vous voulez. Ici, c'est votre plateau, même la semaine prochaine s'il le faut. On aimerait bien suivre les différentes étapes de ce dispositif que vous implémentez sur le terrain avec vous parce que le mieux-être de nos populations, nous tenons à ça. Nous sommes à l'Assemblée nationale, la représentation nationale fait partie donc de ce terrain sur lequel il faudrait qu'on travaille également. Merci à vous, Dr Dossou-Bété. Merci à vous aussi à la télévision de l'Assemblée et puis à vos téléspectateurs d'avoir suivi cette émission. La suite de TH Matin nous conduira sur la toile. Le temps pour Polo Aounou de s'installer. Je raccompagne mon invité, Dr Lucien Dossou-Bété, avec Mandiayo. Il ne tombera pas, nous aussi nous ne tomberons pas. Ne tombe pas, Madjayo. Maou akolo, Maou adakba, Maou akolo, akolo nous les visés. Yewe non arirome, arunu kunche do yeme, do pamime, do akbeme, do nukle do yeme, cheke mani o egbe. Okere ni ọba ló jẹ́ máa wà rọ́lùgbẹ́jẹ tó mọ́ lọ tó dópẹ́ kí n tọ́ ìsúnú dó bó fẹ́ dọ́dọ̀ mí náà rẹ̀ gbé kí n tọ́ ìyọ̀nù dó bó fẹ́ dọ́dọ̀ mí náà rẹ̀ gbé. Àjàyí o kí n tọ́ dó tèbodò pípọ́n rẹ̀. Àjàyí o kí n tọ́ dó bíbá mẹ́nà pàṣúdò. Àjàyí o. Kento manjolo meneni jewere Ajayi o non fiche yonfa nun kleniti me Kassa Atako lipo esi avandan Wenui Awanzan wasu Atati beludi Sonu ni manzewe jayo Nyonu ni manzewe jayo Akwa ni manzewe jayo Koyi ni manzewe jayo Nuendo que toco se awoe do nun kliniti Esi ganze sunundo Esi ganze yonundo Lo patanyra kano sa ya Ndo gwere Kentoni do nje Aiji jema ije bere Kentodo te bodo pipo ewe Baba yeye do Kentodo
sudo Luego que toma yo me dedique no fiche yo pa nunca ni me manjayo yupi me dedi masejayo Sur du Manjayo, mon coup de cœur musical pour vous, qui nous a conduit depuis le début de cette émission jusqu'à ce niveau où nous embarquons pour là où nous pour aller sur la toile. Polo, bonjour. Saturé Jossou, bonjour, et chers amis internautes et téléspectateurs, on vous dit bonjour également. C'est un rendez-vous très attendu par nos téléspectateurs et nous ferons tout pour que, même s'il faut dégrignoter quelques secondes, on va sur la toile tout de suite avec Polo Aounou. Il paraît pour là que vous avez payé 600 francs pour une messe et que vous y étiez. J'ai cherché votre photo dans les fidèles qui étaient à cette messe-là. Je m'attendais à la voir, mais je n'ai pas eu votre photo. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez fui parce que vous savez que Théa ce matin venait? Si madame l'entend, elle m'a dit que ce n'est pas vrai. Voilà. Heureusement qu'elle a veillé à ce que vous soyez à ses côtés pendant tout ce temps. De toute façon, si on allait la voir et qu'on lui demandait est-ce que Polo a besoin de cette fameuse messe de 600 francs? Elle dira non. Pour toute sa vérité, elle dit mais... Ce n'est pas évident. Mais vous aussi, vous avez acheté taureau. Vicencia Tadagbe Tranvokini, connu sous l'appellation d'Agbo, ou donc elle appelle parfaite de Banamé. Elle a décidé de sauver les foyers. D'accord? Elle a décidé de régler le problème de faiblesse sexuelle, mais pas gratuitement, bien évidemment. Si vous souffrez de faiblesse sexuelle, Vicencia demande de vous déplacer vers elle avec 600 francs CFA. Et le problème sera réglé au cours d'une messe. De toutes les façons, ce n'est pas un mensonge, c'est un audio qui circule dans les groupes WhatsApp et même sur Facebook, et réécrit, j'allais dire même transcrit par Banuto, qu'on souhaite partager avec vous. Société, faiblesse sexuelle, Dagbo parfaite de Banamé propose un culte de guérison à 600 francs CFA aux hommes. Eh bien, elle dit ceci. Enfin, Banuto dit, Dagbo s'intéresse à la santé sexuelle de ses fidèles. La Dieu autoproclamée et fondatrice de la Sainte Église de Banamé veut guérir ses fidèles en proie à la faiblesse sexuelle et à l'éjaculation précoce. Dans un message d'information à l'attention de ceux qui croient en son ministère, Dagbo annonce un culte de guérison. La participation à ce culte n'est pas gratuite. Les personnes intéressées par ce culte ouvert à tout le monde doivent s'acquitter des frais de participation fixés à 600 francs CFA. Et dans l'audio, elle dit exactement ceci. Mobilisation, chers fidèles Dagbo vie. Chacun de vous doit s'acquitter des frais de mobilisation. Deuxième chose à retenir, il y a un culte ce soir à 600 francs CFA, notamment les hommes qui subissent la faiblesse sexuelle, ceux qui souffrent d'éjaculation précoce et autres maladies infectieuses sexuellement transmissibles propres aux hommes. Vous devez commander ce culte. C'est un culte pour tous les fidèles en général, mais particulièrement les hommes souffrant des infections devaient payer ce culte qui ne coûte que 600 francs CFA. Peut-on l'entendre expliquer dans un audio qui a fuité sur les réseaux sociaux. En dehors du culte susceptible de guérir les hommes en mauvaise santé sexuelle, il est prévu le même soir une cérémonie pour laquelle les fidèles sont appelés à débourser 1000 francs CFA. Par la même occasion, elle rappelle aux fidèles que des cultes de délivrance sont en vue le 8 mars prochain et à Pâques. Pour ces occasions, à ne pas louper, dit-elle, les fidèles n'ont qu'à s'arranger pour s'acquitter des redevances diverses. Commentaire, vous imaginez? Non, moi j'aurais aimé m'y rendre, mais la seule condition pour moi, c'est qu'on me reçoive d'abord en consultation, que docteur parfaite elle-même s'assure qu'il y a un dysfonctionnement avant qu'on passe à la thérapie proposée, et qu'après la thérapie, qu'on aille vérifier si ça marche. Je n'aurais pas osé sélectionner ces commentaires, les commentaires qui sont allés dans le même sens que vous, parce que la majorité des internautes sont allés dans le même sens que vous, hein, la majorité. N'est-ce pas? Ah oui.
Parce qu'il faut... Amoussou, c'est Dieu qui met dans toutes les maladies au monde. C'est ça, Dieu a choisi guérir une nouvelle dimension suspecte. Et depuis quand la guérison divine est payante, Samuel Nyanvi qui met une femme prétend guérir les hommes qui souffrent de faiblesse sexuelle. Elle se moque de nous, quoi. Avec ses rituels sataniques, elle veut détruire les foyers des femmes. Le sperme de l'homme est son énergie vitale. Les hommes qui ne savent pas faire l'amour, c'est eux qui souffrent de faiblesse sexuelle. Manger beaucoup de fruits, c'est le remède naturel contre la faiblesse sexuelle. Dagbo Deji. Charles Tassou qui met la fin est très proche car Jésus-Christ revient. Maître de l'ordre dans ce désordre estampillé Dagbo. Un titre galvaudé par la dite parfaite de Banamé, sacrilège. Singbo Emmanuel Didjou qui dit l'association des femmes ayant fui la maison pour cause de virilité de leur conjoint est en train d'actualiser sa base de données. Du coup, à quelque chose, ça c'est malheureux même. Les femmes qui ont fui leur foyer pour des raisons d'impuissance ou bien de faiblesse. Dans l'ancien temps, les hommes étaient réhabilités, retrouvaient toute leur virilité. Leur foyer seront sauvés. Bon, nous avons un pasteur ici à Téléhémicycle, vous le connaissez, non? Ah non. Il s'appelle Kevin Achawi. Kevin Ben Achawi. Nous allons voir si... Son ministère aussi s'occupe des cas pareils. Non, lui, bon, il ne s'occupe pas de Zizi, c'est un homme. Il ne s'occupe pas de Zizi en panne. Lui, peut-être qu'on va l'envoyer en mission, il va d'abord vérifier si ce n'est pas de l'arnaque que Parfait est en train d'orchestrer là, parce que lui-même c'est un pasteur, de pasteur à pasteur. Hommes et femmes, ils peuvent se comprendre. Discuter un collègue, quoi. Et il va arranger l'espace pour la préconsultation à nous, à TH Matin. Et vous et moi, nous allons passer d'abord. Nous serons les premiers que Parfait va recevoir. Nous allons veiller à l'envoyer à cette mission. Et puis on aura le retour sur la toile la semaine prochaine. Voilà, et je vais me charger particulièrement d'informer les téléspectateurs de ce retour. Ok. Caméra en main. On passe donc à... Pour ce sujet, là, c'est Abou Ekalavi, cette fameuse ville, on l'appelle le continent du Bénin, parce que les choses... Tout s'y passe. Tout s'y passe. Mais là, c'est un peu... Ça fait froid et il y a une découverte et la police républicaine a mis la main sur 2 individus qui font le commerce des organes humains. Ça fait froid au dos. C'est sur la page de Tanguy Agoyi que nous avons lu. C'est une information du journal Le Potentiel qu'il a relayé. Oui. Et il met ceci. 2 individus appréhendés dans la nuit du dimanche à lundi à Glodjibé par la police républicaine. Ils avaient sur eux, sur glacière dans laquelle il y avait un cœur humain baignant dans le sang. Puis dans un sachet, une tête humaine fraîche. 2 poignées et un appareil génital mâle. Tout ça, c'est macabre, je vais dire. Parce que quand on a ça dans la glacière, cela voudra dire qu'on est allé prélever ça. On vient de commettre un crime. Frais. Ouais. Et on a voulu conserver ça pour je ne sais quoi. Je pense que les autorités de ce pays, à un moment donné, on se dit que il y a de lourdes peines qui sont prononcées, mais on se demande est-ce que ça, il ne faudrait pas qu'on en corse davantage. Ah oui. Heureusement, nous sommes à une époque où on dit on a aboli certaines peines. Et vous allez voir, même les internautes sont allés jusqu'à dire que ce n'est pas normal. On doit revenir à la peine de mort. C'est vrai que ce n'est pas une raison, mais franchement, vous imaginez un père de famille, je préfère faire le deuil, ça ne nous arrivera pas. On touche du bois, mais on souhaite que ça arrive à personne. À personne, mais franchement. Je manque de mots. Et Betonji, Jean-Pierre Monchor qui met en commentaire, leur jugement doit être public afin de connaître leur mode opératoire dans un but de sensibilisation. Et Sébastien Alodo qui met merci, mais malheureusement, ils vont parler maintenant de droits de l'homme. C'est triste. Michelo Agbogla qui met oui, c'est un père qui a vendu son enfant parce que la galère était trop et il avait vu que l'enfant était inutile. Donc les 2 individus lui ont proposé de l'argent et il a accepté vendre l'enfant. Maman Foula qui met le plus flippant, c'est que les auteurs de ces actes barbares sont parmi nous, peut-être sous l'apparence de saints. Ousseini
Baman Kimé, je profite de cette occasion pour demander aux députés, c'est difficile de lire, hein, mais je vais quand même le lire, de nous ramener la peine de mort dans la Constitution parce que ces jeunes n'ont plus le cœur de l'homme. Ils sont des animaux sauvages. Mes chers députés, pensez à ça, car trop c'est trop. Ça, c'est pour avoir quel argent? Parce que c'est vrai, il faut quand même se poser la question. Si vous, en face d'un semblable, d'un être humain, vous n'avez pas cru reconnaître son droit à la vie, vous l'abattez pour lui retirer des organes, pourquoi voulez-vous que, face à vous, qu'on puisse vous reconnaître un certain droit à la vie? La question se pose, mais c'est vrai que les institutions internationales qui parlent du droit de l'homme sont là, et puis chacun y va. On ne peut pas s'empêcher d'être ému par ces cas, mais qu'est-ce que nous pouvons? La loi, c'est la loi. Quand c'est voté, ça s'impose à tout le monde. Au Bénin, la peine de mort est abolie. Malheureusement, pour ces cas de figure. Vraiment, il faut que la police républicaine redouble d'ardeur pour appréhender ces individus, même les empêcher même de commettre ces forfaits. Parce que je me dis, si on n'avait pas mis la main sur ces deux individus, ils vont continuer par opérer tout peinard et continuer par commettre des crimes ignobles de cette nature. De toutes les façons, ils vont subir la rigueur de la loi. Maintenant, là, on va direction la Guinée-Conakry où le général Doumbouya a mis fin aux fonctions de tous les ministres de son gouvernement. Tous les ministres. Un fait extraordinaire aux yeux des internautes. C'est sur la page de 229 degrés que nous avons lu l'information et qui met ceci, Guinée-Conakry, dissolution du gouvernement. Le général Doumbouya limoge l'ensemble de ses ministres, gèle leurs comptes bancaires, confisque leurs passeports, retire leurs véhicules de fonction et leurs gardes du corps. Dans un communiqué lu à la télévision par des groupes de militaires, ordre a été donné de démobiliser tous les aides de camp et gardes de corps des membres du gouvernement dissous. Les anciens ministres sont appelés à restituer les véhicules de fonction sans délai. Ils doivent en outre restituer tous les documents de voyage. Les directeurs de cabinet et les secrétaires généraux ont pour mission d'assurer les intérims le temps de la mise en place d'un nouveau gouvernement. Voilà. Et nous allons lire quelques commentaires. Dabo Ahmad Guinéen qui met, on ne savait peut-être pas quand et comment, mais ce remaniement était pressenti pour plusieurs raisons, notamment les passes d'armes violentes entre le Premier ministre et le ministre d'État garde des Sceaux. Toutefois, je ne pense pas que ce changement de Premier ministre suffise pour désamorcer toutes les crises que nous connaissons aujourd'hui, économiques, politiques et sociales. Kwande Lavelle qui met, c'est pourquoi il faut bannir les coups d'État. Ces gens-là viennent souvent pour se servir. Le cas Doumbouya, en un rien de temps, il s'est bombardé général de corps d'armée. Et maintenant, voilà ce qu'il fait. Et Bernard qui dit, voilà les choses qui font encore et encore reculer l'Afrique en lieu et place de bâtir le pays. Ce monsieur passe tout son temps à se chamailler avec les ministres du gouvernement. Tout ça, c'est le mal d'avoir un militaire au sommet de l'État qui ne connaît rien de la politique active. Il agit sans même se référer à la Constitution. Courage au peuple guinéen, cette anarchie prendra fin un jour. Elie, pour finir, il n'a rien fait s'il ne démissionne pas lui-même. Les gens sont à son image. Il prône la bonne gouvernance, mais lui-même responsable ne donne pas l'exemple. En tout cas, que Dieu l'aide à se débarrasser simplement comme ça des gens et s'en sortir vivement. Vous voyez, bon, les régimes militaires, c'est toujours comme ça. Hein. Les gens qui ne sont pas venus au pouvoir de façon démocratique, ils se donnent, ils se permettent le luxe de diriger comme de véritables dictateurs. En tout cas, de jour au lendemain, on décide de mettre fin, on gèle les avoirs des ministres, on les empêche on saisit leurs passeports. Je ne sais pas dans quel pays ça se passe. Ainsi vont les dictatures aussi. Pour là où nous allons sortir de cette émission avec ce sujet sur la toile. Et merci à vous d'avoir honoré ce rendez-vous. C'est le dernier de la semaine pour vous. On va vous retrouver lundi prochain. TH Matin sera encore rendez-vous demain, vendredi. En attendant, nos programmes se poursuivent sur Télévision Hémicycle. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée à toutes et à tous.